Les opposants se sont tous réunis à Lubumbashi, mais les grands absents, c'était justement le parti politique de Joseph Kabila Kabange, le PPRD, et raison pour laquelle nous voulons savoir aujourd'hui quelle est la position de ce grand parti aussi de l'opposition vis-à-vis de la déclaration de ceux qui se sont réunis à Lubumbashi. Est-ce que le PPRD a été exclu? Est-ce que le parti de Joseph Kabila a lui-même refusé de ne pas siéger ensemble avec Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pogno? Question de converger les forces pour justement faire pression contre le pouvoir de Tshisekedi au regard de plusieurs choses que ses opposants ont dénoncées, notamment la guerre à l'Est, la vie chère en République démocratique du Congo, également le processus électoral qui se veut déjà bâclé selon ses opposants. Également, nous allons revenir sur la déclaration de Paul Kagame. Vous le savez, le combat justement entre la RDC et le Rwanda a changé. Paul Kagame nous fait savoir le problème maintenant se situe au niveau de terre. Il a besoin. Il dit que la RDC possède le terre du Rwanda. On se pose la question, est-ce que la réponse du gouvernement est-elle favorable? Est-ce que la réponse du gouvernement est-elle justement proportionnelle à cette provocation? C'est vrai, Patrick Mouyaya traite cela d'une provocation, mais est-ce que le gouvernement devrait simplement s'arrêter là, où il fallait démontrer justement à Paul Kagame qu'il n'avait pas raison de tenir de tels propos? On en parle avec M. Jean-Serge Chiban, il est secrétaire national en charge de la communication du parti politique PPRD de Joseph Kabila Kabange. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Sur CML 13 Télévision, nous sommes mardi 18 avril 2023. Nous allons aussi revenir sur une question aussi qui dérange un tout petit peu les Congolais, qui fait polémique aujourd'hui. Vous savez, le nouveau ministre de Sport a créé un tournoi qui porterait le nom de Fachi Cup. On se demande pourquoi simplement ce nom Fachi Cup. On en parle avec Jean-Serge Chiban. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour très chers compatriotes. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent. De partout, ici en République démocratique du Congo, en France, en Belgique. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, mais aussi merci à ceux qui ont porté le problème de Jimmy Kitenge, notre qui est aujourd'hui libre, secrétaire national en charge de la communication, qui a été arrêté. Merci à tous ceux qui ont porté le problème de Momo Molapo, notre compatriote, notre camarade, secrétaire provincial en charge de la communication média de la province des Lualaba. Donc nous remercions tous ces compatriotes-là pour le soutien. Ils n'ont cessé de nous appeler, cessé de demander la santé de Jimmy et de Barnabé Milingagno qui est encore en prison. Nous les remercions infiniment. Nous continuons la lutte. Jimmy Kitenge se porte mieux. Et vous avez appris qu'il serait menacé par l'ANER. Qu'est-ce que vous dites? Il est en train de continuer à avoir le soin de santé approprié parce qu'il était malade, sérieusement malade en prison. Mais curieusement, il est sorti. Avant même qu'il soit en dehors de la prison, au parquet, Jimmy a été arrêté. Mais sa Jeep, qui contenait plusieurs effets, ses téléphones, son ordinateur portable, le plan de certains clients, parce que c'est un architecte et tout ça, sa Jeep a été détenue. Aujourd'hui, ça fera maintenant plus de 8 mois que cette Jeep est entre les mains des services de renseignement. Donc, pourquoi on ne veut pas le procureur au niveau du parquet avait demandé que cette Jeep soit au niveau du parquet pour qu'on puisse remettre ça à Jimmy. L'ANER n'a jamais voulu donner cette Jeep-là. Maintenant, Jimmy est sorti. Et son avocat a écrit une correspondance pour que monsieur Jimmy Kitenge soit en possession de sa voiture, de sa Jeep. Mais il reçoit 2 menaces au téléphone et tout ça. Nous nous posons la question, où est l'état des droits? Ici aussi, je lance un appel à tous nos compatriotes pour dénoncer cet acte d'enlèvement de notre compatriote aussi, Manix Ienda, qui venait aussi sur ce plateau, qui va maintenant passer plus de 3 mois ou 4 mois. On aurait appris Manix est dans le loco de l'ANER. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. 4 mois après, il n'a jamais été devant un juge. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi Manix a été enlevé. Les Congolais se posent des questions, les leaders politiques, les leaders d'opinion, de jeunes
communicants, secrétaires nationaux en charge des communications de plusieurs partis politiques, se posent des questions sur la détention d'un compatriote, père de famille, qui a une femme, des enfants, qui ont besoin de voir mais Félix Tshisekedi nous avait dit leurs parents. Félix Tshisekedi nous avait dit que depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a aucun opposant qui serait détenu au cachot de la guerre. Nous posons des questions si, et seulement si, l'état des droits existe. Dire que, d'abord, nous avions suivi ces discours-là, que aucun homme politique n'a été arrêté pendant son mandat. C'est faux. Jimmy a été enlevé, pour ne pas dire arrêté, enlevé sur le boulevard du 30 juin sous Félix Tshisekedi. Momo Molapo a été arrêté à Kolwezi, transféré à Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Momo avait passé 6 mois dans les locaux de l'ANER. C'est sous Félix Tshisekedi. Barnabé Melingano a été arrêté sous Félix Tshisekedi. Manik Siyenda a été arrêté sous Félix Tshisekedi. Tchala Mouana, paix à son âme, a été arrêté sous Félix Tshisekedi. Diego Kaïba, journaliste de Kinactu Télévision, venait d'être enlevé et aujourd'hui il est jeté en prison sous Félix Tshisekedi. Yves Bouya a été arrêté sous Félix Tshisekedi. Patrick Lokala a été arrêté sous Félix Tshisekedi. Louis-France Kouzekissa a été enlevé sous Félix Tshisekedi. Gauthier Nse a subi des menaces et des menaces sous Félix Tshisekedi. La liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Donc, il se pose un sérieux problème de justice. Nous avons une justice aux ordres, une justice sélective, une justice qui n'obéit que pour les intérêts de ceux qui sont au pouvoir, pour les intérêts de ceux qui sont proches du pouvoir, s'il s'agit des opposants, s'il s'agit des autres couches ou classes de notre société. Cette justice-là ne fait qu'obéir aux ordres de ceux-là qui la téléguident. Très bien, merci beaucoup. Le message est passé. Alors, monsieur Jean Fortuber, en quelques minutes, 5 minutes, je vous donne la coupe, une nouvelle coupe qu'on appelle le Fachi Cup, qui sera un tournoi qui sera organisé dans les jours à venir, certainement au mois de juin, par le nouveau ministre justement du sport. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui d'apprendre cette nouvelle? Parce que nous savons bien que vous êtes politique, c'est vrai, mais vous êtes également amoureux du football. Très cher frère, c'est une honte. Je disais à un frère, à un compatriote, que nous ne devions rien attendre du ministre Kaboulo. Parce que le ministre Kaboulo, pendant les 18 ans de Joseph Kabila, il a toujours travaillé avec tous les ministres des sports qui sont passés à la tête de ces ministères. Le ministre Kaboulo a toujours critiqué tous ces ministres qui sont passés à la tête de ces ministères. Aujourd'hui, les ministres... Le dernier, c'est Serge Condé. Il a farouchement critiqué Serge Condé. Aujourd'hui, ministre, normalement, on devait sentir une autre touche de cet homme qui est un grand journaliste sportif. Que nous respectons. Que nous respectons. Très bien. On devait sentir une autre manière de faire les choses à la tête de ces ministères. Mais, curieusement, M. Kaboul est en train de nager ou de baigner dans les mêmes erreurs que ses prédécesseurs ont commis. Un ministre des Sports d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, on vous nomme ministre à la tête de ces grands ministères, vous arrivez, vous trouvez un championnat à l'arrêt. La République démocratique du Congo, le Congo de Ndaï, le Congo de Kalal, le Congo de Kiduma, le Congo de Chabani Nonda, le Congo de Lualua, de Mbokani, de Youssouf Moulumbu, le Congo de Mbala Mbuta Biscotte, de tous ces grands joueurs, de Mpoutouma Betrésor. Ces pays-là aujourd'hui n'a pas un championnat. Ces pays-là aujourd'hui n'a plus de stade viable pour des compétitions africaines. Quand vous arrivez ministre à la tête d'un grand pays comme ça, la priorité, c'est relancer les activités d'abord sportives. La première action que le ministre devait poser, s'il était sérieux vis-à-vis de tous ceux qui aiment le sport congolais, il devait d'abord relancer les championnats congolais. Notre championnat est à l'arrêt. Et du fait que ces championnats est à l'arrêt, toutes les équipes qui ont joué cette année la coupe des confédérations ou les compétitions africaines, on a vu que leur niveau a baissé. Les joueurs n'étaient pas performants. Il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan physique. Ils n'étaient pas au point. Pourquoi?
Parce qu'ils ne jouent pas régulièrement les matchs, comme ça se passe ailleurs. Chaque week-end, il y a des matchs que nous suivons, même en Côte d'Ivoire, ici au Sénégal. Des championnats réguliers, structurés, encadrés, qui passent sur certains bouquets ici pour ne pas faire la publicité de leur chaîne. Très bien. Donc, aujourd'hui, M. Kabulo n'arrive pas à relancer les championnats nationaux qui est à l'arrêt. Le gouvernement, qui a un budget de 16 milliards de dollars, n'arrive pas à donner les moyens pour construire les infrastructures, n'arrive pas à donner les moyens à la FECOFA et à la commission de la Linafoot pour organiser ces championnats. M. Kabulo se précipite pour nous créer, soi-disant, une compétition qu'on appellerait Fatchukep. C'est les Djalelo à l'état pur. Mais il faut pas oublier que Kabulo est celui qui nous a appris c'est de la que Félix Tshisekedi était un ancien gardien. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est pas une manière de lui rendre hommage? C'est de la flatterie. C'est du Djalelo à l'état pur que M. Kabulo est en train de nous amener à la tête de ces il est quand même le premier sportif congolais. Pour les Congolais avertis, pour les Congolais passionnés de sport, la priorité des priorités pour ces sportifs, ce n'est pas de créer un nouveau championnat qui, aujourd'hui, poserait des problèmes sur le plan infrastructure, sur le plan organisationnel. Le plus important, c'est relancer les championnats nationaux. Après la relance du championnat national, chercher des moyens pour que certains stades qui sont gérés au niveau de l'État congolais soient des stades viables qui peuvent permettre à nos équipes nationales de jouer les matchs, qui peuvent permettre à nos clubs de bien se préparer pour les compétitions africaines au niveau l'année prochaine, mais aussi remettre le championnat locaux. Le PEFKIN, par exemple. Réhabiliter les stades. On a d'ailleurs vu certains arbitres manifester. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés depuis très longtemps. Les arbitres sont impayés. Les championnats, les différents championnats qu'on appelait les termes m'échappent, qui se jouaient dans les différents terrains ici dans la ville de Kinshasa, ne se jouent plus. Parce que certains terrains sont devenus impraticables. Parce que les certains terrains d'ailleurs sont vendus. Sont vendus. Le ministre d'ailleurs, en face même du stade de Martigues, il y avait un terrain où les jeunes s'entraînaient. On ne voit plus. Ces terrains étaient vendus. On nous avait dit très bien. Merci beaucoup. Des infrastructures sportives à ces niveaux-là, ça pose problème. On pouvait réhabiliter les stades du 24 novembre. On pouvait finir le stade municipal de Bandal. Qui allait être le plus beau stade municipal de la République démocratique du Congo. On allait avoir un terrain de basket, de volleyball, un terrain même pour le tennis de table couvert. On allait avoir un stade, je crois, de 1500 ou 2000 places, avec chaises. Ce stade n'est jamais fini. Très bien. Donc, la priorité est ailleurs. M. Kabulo doit cesser avec les Djalelo à l'état pur qui nous a amenés à la tête de ces ministères. Très bien, la priorité est ailleurs. C'est Jean-Serge Tchibane qui l'a dit. Madame, monsieur, vous êtes sur Semel 13 Télévision, vous faites bien. Semel chez vous, c'est un magazine qui se veut sociopolitique. On doit aussi revenir sur des questions qui dérangent aussi le Congolais, notamment le côté sportif. C'est vrai que Daniel Roland-Lai, qui l'espère, de Semel 13 Télévision en matière sportive, va revenir dessus, mais c'est aussi important que nous puissions y revenir, en parler également avec nos invités, surtout qu'il faudrait rappeler que Kabulo, Mwana Kabulo, c'est celui qui nous avait appris que Tshisekedi serait un grand gardien, on ne sait pas de quel club, mais le fait pour lui de créer Fatchukep, est-ce que c'est une récompense? C'est pourquoi nous voulons qu'il puisse faire pas comme ceux-là qui les ont succédé. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Jean-Serge Tchibane, on entre dans le vif du sujet. On parle de la position du PPRD aujourd'hui, parce que vous étiez le grand absent de ces opposants qui se sont réunis à Lubumbashi. Ils sont de retour, c'est vrai. Mais est-ce que votre position converge avec celle des opposants qui ont pris d'ailleurs la décision de pouvoir manifester le 13 mai prochain ici à Kinshasa au regard de la vie chère, au regard de l'insécurité à l'Est, au regard du processus électoral qui serait déjà bâclé selon eux? Merci beaucoup pour la question. Le secrétaire permanent, le docteur professeur Emmanuel Ramazani Chadari, a déjà donné des réponses précises quant à cette question. Nous étions de cœur avec tous nos compatriotes de l'opposition qui étaient à Lubumbashi. D'ailleurs, nous avons salué vivement leur déclaration commune parce que tout ce qui a été dit à Lubumbashi, ce sont des choses que l'opposition, de manière multiforme, a toujours déclarées. Très bien. Et ils ont parlé de l'insécurité grandissante, ils ont parlé de la misère, ils ont parlé
de l'instabilité de prix sur le marché. Ils ont parlé de l'inflation galopante qui sévit en République démocratique du Congo. Ils ont parlé de la vie de la population. Ils ont parlé des élections. Et notre position quant aux opérations d'enrôlement reste la même. Si les préalables proposés par l'opposition ne sont pas pris en compte, nous n'allons pas nous enrôler. Parce que ce processus est un processus biaisé. Pourquoi biaisé? Vous avez la Cour constitutionnelle qui est devenue aujourd'hui une cour régionalisée, tribalisée. Une cour régionalisée. Régionalisée et tribalisée. Comment ça? Vous avez une cour constitutionnelle constituée de personnes qui viennent à 90% de l'espace Kassai. Vous avez le secrétaire exécutif de la CENI, constitué à 90% de personnes qui viennent uniquement de l'espace Kassai. Ils sont des Congolais, c'est vrai. Des Congolais. C'est normal qu'ils puissent occuper ce poste. Des Congolais. On ne nous refusons pas. Est-ce que c'est là... Le Congo est un mosaïque de peuples. Et la représentativité est vivement souhaitée et vivement demandée par la Constitution. La géopolitique. C'est vivement recommandé dans la Constitution. C'est une obligation dans tout ce que l'homme politique prend comme initiative, comme décision. Nous devons retrouver la représentativité là-dedans. Est-ce que cela pourrait entraver, s'il vous plaît, est-ce que cela pourrait entraver le processus électoral simplement parce qu'ils sont presque à 90%, comme vous l'avez dit, de l'espace Grand Kassai? Je vais y aller, mollo. Quand vous prenez la cour tribalisée et régionalisée, vous prenez les secrétaires exécutifs de la CENI, c'est un secrétariat tribalisé et régionalisé. Vous prenez même aujourd'hui de problèmes techniques majeurs qui se dégagent avec le bureau Kadima. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas prendre part à ces élections. Vous avez des cartes aujourd'hui qui sont délivrées par les CENI, les cartes qui ne sont pas sécurisées. Vous avez une base de données aujourd'hui qui n'est pas sécurisée. Vous avez des compatriotes qui ont 100, 200 cartes. On a arrêté des compatriotes venant ici de la grande province de Bandung avec des cartes. Ils étaient logés, nourris par des députés de l'opposition. D'autres avec des machines. Des machines. Par les députés de la majorité présidentielle, notamment de l'Union sacrée. Ça pose problème. Vous avez vu les images dans les Kassai où on est en train d'enrôler les enfants. Des mineurs. Des mineurs. Est-ce que aujourd'hui, la population ne nous donne pas raison parce que nous avions refusé de prendre ces cartes? Aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe à la CENI, nous pensons que l'air est au niveau de mettre la main dans la main au niveau de forces vives de la nation, au niveau de l'opposition, pour que nous puissions converger vers les idées. Les plus importants, que le PPRD soit absent à Lubumbashi ou pas, mais le PPRD... C'est d'ailleurs la grande question. On s'est demandé comment le PPRD n'était pas là. Est-ce qu'ils ont refusé de pouvoir le PPRD a se réunir avec vous vivement. Nous étions en communion avec nos frères de l'opposition qui étaient à Lubumbashi et nous avons salué vivement leur communiqué final, leur déclaration finale, parce que leur déclaration a rencontré le préalable de la population, le préalable porté par l'opposition que nous représentons. Est-ce que vous allez aussi participer, vous, à cette marche? Parce que ce sont les opposants qui l'organisent, c'est vrai. Mais est-ce que vous allez participer, vous PPRD? Parce que vous pensez que ce qu'ils ont dit, c'est ce que vous également, vous avez autant de fois réclamé. Pourquoi pas? Si nous avons le temps, si les partis décident que nous ne puissions pas prendre part à cette marche-là de l'opposition, nous serons là pour défendre. Parce que les causes qui sont évoquées, les objectifs qui sont évoqués pour cette marche-là, ce sont des objectifs qui nous concernent, qui concernent la population congolaise. Et le PPRD est un grand parti de gauche, un parti de masse, un parti qui draine de millions et de millions de Congolais. Donc nous sommes aussi concernés, d'une manière ou d'une autre, à cette marche-là. Maintenant, nous sommes un parti organisé et structuré. Il faut que le secrétaire permanent, le bureau politique s'organise, nous donne les autorisations préalables pour que
ceux-là qui soutiennent Joseph Kabila, ceux qui sont membres actifs du PPRD, puissent prendre part à cette marche, cette grande marche de l'opposition qui sera organisée par nos frères qui étaient à Lubumbashi. Très bien. Déclaration de Paul Kagame. Quelle réponse favorable que le gouvernement devait réserver au président Paul Kagame, le président rwandais, Monsieur Jean Sarchiban. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement ne pouvait pas simplement se limiter à parler d'une quelconque provocation et promettre ne pas que le Congo, que la RDC ne peut pas céder cette partie du territoire au Rwanda, où il fallait que le gouvernement puisse en tout cas réajuster soit sa communication pour répondre soit de manière proportionnelle ou alors au-delà même de propos de Paul Kagame. Très chers compatriotes, quand vous prenez tout ce que la République a subi sous Félix Tshisekedi, comme attaque, comme menace, et vous prenez de l'autre côté les réponses qui ont été données par le gouvernement, par le truchement de M. Patrick Mouyaya, ces réponses n'ont jamais été proportionnelles par rapport aux attaques que nous avons subies. Je vous donne l'exemple. Allez-y. L'appareil Sukhoi est atteint par balle à l'aéroport de Goma. Nous avons vu des images. C'était l'armée rwandaise qui avait donné les raisons, entre guillemets, que cet appareil avait survolé l'espace aérien rwandais. Ce qui a été démenti par les spécialistes de notre armée. Après 8 heures que notre avion soit attaqué, ou 9 heures du temps, aucune autorité de la République démocratique du Congo n'avait agi. Nous avions entendu plus de 9 heures ou 10 heures du temps pour que Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, nous couche un petit communiqué condamnant cet acte-là. Et c'est tout, il s'arrête là. Et il s'arrête là. Alors que cet acte qui a été posé par l'armée de M. Paul Kagame, c'était un acte d'agression. Le gouvernement devait s'élever. C'est une déclaration de guerre, justement. C'était une déclaration de guerre. Et notre réaction devait être proportionnelle à ce que nos forces armées avaient subi. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Je vous donne un autre cas. Une réunion s'organise à Luanda. On invite notre chef de l'État, on invite M. Kagame. M. Kagame... Sur le processus de paix. M. Kagame donne la condition. Il dit, avant que je me déplace, il faut que le militaire rwandais qui ont été capturés soit libéré. D'office qu'ils soient libérés. On a pris ces militaires-là, on les a ramenés à Luanda. Après, ces militaires ont regagné Kigali. Et M. Tshisekedi s'est déplacé jusqu'à Luanda. Kagame n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. C'est un manque de respect criant vis-à-vis de la République démocratique du Congo, vis-à-vis des Congolais. Je vous donne un autre exemple. Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Nullement, aucune fois, Joseph Kabila nous a dit que Kagame était son partenaire nécessaire, son partenaire privilégié. Joseph Kabila n'a jamais donné l'autorisation à la société rwandaise pour que son QG soit installé ou le QG de cette entreprise soit installé à Goma. Joseph Kabila n'a jamais donné l'autorisation à cette entreprise qu'elle puisse survoler l'espace aérien congolais. Joseph Kabila a 18 ans de gestion, il n'a jamais signé des accords bâclés qui n'ont jamais été publiés dans les journaux officiels avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais toutes ces choses-là nous arrivent sous Félix, sous le régime de l'Union sacrée. C'est lui qui nous dira, c'est le premier à nous dire que Kagame était un partenaire privilégié. Sérieux. Privilégié. C'est M. Félix Tshisekedi. Est-ce que c'était une erreur de sa part? C'est M. Félix Tshisekedi qui va donner l'autorisation à Rwanda d'installer son QG à Goma. C'est M. Félix Tshisekedi
qui donne l'autorisation à cette entreprise de survoler, d'avoir des vols réguliers. Mais le Rwanda ne survole plus, il faudrait préciser. Kigali, Goma, Goma, Lubumbashi et jusqu'à Kinshasa. Après ces tensions, le Rwanda ne survole plus. Mais il faudrait préciser. S'il vous plaît, je vais aller Mouloum. C'est toujours lui qui signe le contrat avec le Rwanda. Sur l'ordre de Sakima, sur la construction d'une route qui traverserait les frontières congolaises jusqu'en Ouganda. Après, c'est toujours lui qui va nous dire les Banyamulenge, on n'a jamais eu des explications sur cette phrase-là. C'est toujours lui qui va nous dire c'est fini, nous ne devions plus nous battre sur les questions des terres. Parce que nous sommes maintenant dans l'EAC. Notre nouvelle famille s'appelle EAC. C'est fini cette question des frontières. C'est fini, c'est terminé. On n'aura plus à se battre pour des questions de terre. Nous sommes maintenant dans une famille forte qui s'appelle l'EAC. Et c'est lui qui nous amène dans cette histoire de l'EAC. Ne vous étonnez pas aujourd'hui que Kagame nous dise que nous avions fait des va-et-vient à Luanda, nous avons fait des va-et-vient. Tout ça, ce n'était pas pour des questions liées au mouvement terroriste du M23. Nous avions discuté pour des problèmes de terre. De quelle terre M. Kagame est en train de nous parler? De quelle terre? Parce que les limites, les frontières de notre République sont connues. Ce sont des frontières que nous avons héritées depuis 1885, depuis la conférence de Berlin. Et quand vous prenez l'ancienne configuration de la République démocratique du Congo, le Rwanda d'ailleurs faisait partie de notre pays. Donc s'il y avait des terres à réclamer, ce sont des Congolais qui devaient réclamer des terres. Des Congolais qui devaient dire, ok, Gisenyi devait être un territoire de la République démocratique du Congo. Parce que c'est le Rwanda qu'on a détaché du Congo pour en faire un pays. On a détaché le Rwanda, on a détaché l'Ouganda, on a détaché le Burundi. Tout ça, tout ce pays, et l'espace que nous occupons aujourd'hui comme République démocratique du Congo, est un seul pays. Alors, mais M. Jean Sartibène, est-ce que vous pensez que c'est simplement parce que Kagame est aujourd'hui cloué qu'il n'arrive pas à démontrer à suffisance combien la RDC soutient le FDLR comme il a toujours l'habitude de le dire? Est-ce que c'est simplement parce qu'il est cloué? C'est pourquoi il a changé un tout petit peu? Je ne sais pas à quel niveau. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une diplomatie. Aujourd'hui, tout le monde sait que la RDC est menacée par le Rwanda, par Paul Kagame. Mon frère. Aujourd'hui, nous n'avons pas une diplomatie forte, une diplomatie axée sur le résultat pour dire que Kagame a été vaincu sur le plan diplomatique. C'est faux. Aujourd'hui, nous n'avons pas une armée forte comme ce fut à l'époque de Joseph Kabila avec un budget de 4 milliards. Notre armée était à la 8e position. Et M. Félix Tshisekedi avait reconnu que je suis venu et je trouvais une armée républicaine forte et structurée. Aujourd'hui, le M23 a été vaincu sur fond de la puissance de feu. Mais on aurait appris qu'ils ont été vaincus simplement par des accords signés par Joseph Kabila. Aucun accord. Où sont ces accords qui ont été signés par Joseph Kabila? Aucun accord. Donc Kabila n'a pas signé. Nous avons vaincu le M23 sur deux fronts. Le premier front, le front diplomatique. Le front diplomatique et politique. Grâce à la diplomatie agissante, grâce à la diplomatie axée sur le résultat prônée par Joseph Kabila et son gouvernement, le lobby mené par le mouvement congolais de l'époque, nous avons eu une résolution des Nations Unies condamnant et traitant ces mouvements de mouvements terroristes. Ça a été une victoire diplomatique. La deuxième victoire, c'était une victoire militaire. Grâce au leadership éclairé de Joseph Kabila, grâce à la stratégie, aux techniques et tactiques de nos vaillants soldats, qui étaient à l'époque, certains sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui, certains sont morts. Nous avons vécu le M23 pendant une guerre de 13 jours ou 14 jours. Nous sommes sortis vainqueurs. Parce qu'il y avait une discipline au sein de nos forces armées. Le gouvernement avait mis des moyens à l'époque. Nous avions des armes qu'il faut pour traquer ces rebelles jusqu'à leur dernier retranchement. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le FARDC ne traque pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'armes? Parce que la politique
qui devait être mise en application par le gouvernement, c'est une politique extravertie. Une politique extravertie. Une politique Comment vous l'expliquez? Qui s'explique par les actes qui sont posés par les chefs de l'État et le gouvernement. La priorité aujourd'hui par les chefs de l'État, c'est nous faire ramener toutes ces armées étrangères sur notre sol. L'EAC. L'EAC et tout ça, le Rwanda, le Burundi et tout ça. Mais c'est à cause... Soudan, les Kenyans. S'il vous plaît, c'est à cause de cette force de l'EAC qu'aujourd'hui on voit les M23 quitter le territoire congolais qu'ils occupaient depuis très longtemps. Notamment, d'ailleurs, la cité de Bunagana qui est occupée par le M23. Laissez-moi évoluer. Ce sont les UPDF Bunagana qui occupent ce territoire. Je vais vous dire le méfait. De cette organisation. Je vais vous donner les méfaits de cette organisation. On y va. Donc, la politique mise en application par le gouvernement et les chefs de l'État, c'est une mauvaise politique qui vise à donner de l'importance aux forces et aux armées étrangères qui doivent venir sur notre sol, en lieu et place de structurer, de réorganiser l'armée, en lieu et place d'injecter des moyens suffisants dans l'armée pour acheter des avions de chasse, pour acheter des hélicoptères de chasse, pour avoir des matériels sophistiqués afin de vaincre l'ennemi. Cette politique-là fragilise énormément notre armée et nos services de sécurité. Et cela prouve à suffisance aujourd'hui que le gouvernement, les chefs de l'État, ne comptent plus sur notre armée. Nous attendons tout de l'EAC. L'EAC arrive ici, sur notre sol. Je l'ai dit sur notre plateau, avec des matériels sophistiqués. L'EAC arrive sur notre sol avec un mandat offensif. On nous dit que c'est une force spéciale qui va se battre aux côtés de nos FARDC pour ramener la paix. Mais ces forces arrivent sur notre sol. La première réaction, ils nous disent quoi? Ils sont venus créer une zone tampon. Ils sont venus, non seulement ça, avant de créer une zone tampon, on nous dit que ces forces sont venues ici pour trouver des moyens politiques et diplomatiques. Ils ne sont pas venus pour se battre. Et ils ne peuvent pas se battre contre le M23 parce que ces soi-disant M23 là seraient leurs frères. Nous sommes stupéfaits. Les Congolais sont étonnés. On se pose alors des questions. S'ils ne sont pas venus pour se battre, mais ils sont sur notre sol, et ces forces sont venues sur notre sol avec armes lourdes, avec des matériels sophistiqués, à quoi serviront ces matériels? Personne ne nous donne une réponse. Alors, elles reviennent encore pour nous dire que ces forces sont là pour créer des zones tampons. D'un côté, il y a le rebelle, et d'un côté, les forces loyalistes, c'est-à-dire notre armée. Ça pose problème. Aujourd'hui, vous parlez de Bunagana. À Bunagana, il n'y a pas eu la guerre. Nos forces ne se sont pas battues contre le M23. Au contraire, le M23 se sont retirés. Et ont cédé aux UPDF de Luganda. Ils n'ont pas cédé. Ils se sont retirés dans certaines zones de Bunagana, de notre territoire, sur fond de négociations. Malgré que le gouvernement refuse catégoriquement qu'il n'y a pas de négociations, ils ne se sont pas battus. Notre armée ne s'est pas battue avec le M23. Ces M23 se sont retirés dans une partie de Bunagana sur fond de négociations. Mais le M23 se retire en lieu et place que notre armée puisse prendre la possession de ces territoires occupés par l'ennemi. Nous voyons qui? L'armée ougandaise, qui est dans la composition de l'EAC, récupérer ces territoires. Les Congolais se posent des questions. Aviez-vous peur que ces territoires soient occupés par l'armée ougandaise? Mais oui. Sur base de quoi? Parce qu'elle est au sein de la force régionale qui est justement venue faire un travail que nous connaissons. Mais parce que la force régionale, la force spéciale venue en République démocratique du Congo pour nous soutenir, ne va pas remplacer notre armée. Non, mais c'est momentané. Elle n'est pas. Cette force. C'est momentané. Et après un moment. Combien de temps? Parce que officiellement, ces forces sont venues ici pour une délai, je crois, de 2 mois. Ces délais n'ont jamais été renouvelés. Ça pose un problème. Et vous avez suivi le fils de Museveni, qui est l'un des officiers les plus gradés de cette armée, qui nous dit que les forces de l'EAC quitteront la République démocratique du Congo le jour où la République aura une armée républicaine, une armée capable d'assurer la sécurité de la population congolaise et de nos frontières. C'est-à-dire, ce fils de Museveni nous dit que vous n'aviez pas une armée
nous sommes venus ici pour vous sécuriser vos biens, sécuriser les frontières de votre territoire parce que vous n'avez pas une armée républicaine organisée capable de vous sécuriser. Ça pose un problème. Et à toutes ces questions, les Congolais n'arrivent pas à avoir des réponses claires et nettes. Voilà pourquoi nous disons que tout ça, toutes ces choses-là, posent problème pour la sécurité et la paix à long terme dans cet espace de nos territoires. Pourquoi? Nous l'avions dit à l'époque. Quand vous prenez la citation géographique de Bunagana, le M23 soutenu par le Rwanda ne pouvait pas entrer à Bunagana sans passer pour l'Ouganda, sans que ces forces soient soutenues par l'Ouganda. On ne nous avait pas cru. Mais aujourd'hui, vous avez vu que la théorie est là. La théorie du complot est là. Le complot de l'Ouganda et du Rwanda est aujourd'hui mis à nu par les avertis parce que nous avons compris que l'Ouganda qui avait aidé le Rwanda pour occuper Bunagana pendant 9 mois s'est servi à Bunagana. Maintenant que ces gens-là, entre guillemets, se sont retirés, ils se sont retirés pour aller où? Ils sont cantonnés où? D'où nous allons parler directement du cantonnement. On nous dit que c'est l'armée maintenant ougandaise qui prend en possession les territoires de Bunagana. Nous avons compris. Le Rwanda aidé par l'Ouganda pour récupérer Bunagana et assiéger Bunagana pendant 9 mois. Le Rwanda se retire momentanément, s'est retiré pour aller où? On ne sait pas. Maintenant, c'est le tour de l'Ouganda de s'en servir Bunagana et prendre la possession de ces territoires. Donc vous pensez que l'Ouganda joue le jeu du Rwanda? L'Ouganda et le Rwanda jouent le même jeu. Tant que ceux qui sont au pouvoir ne vont pas cerner cette question, que le mal qui nous arrive à l'est de notre République passe par l'Ouganda et le Rwanda, eh bien, vous sachez que tout ce qu'ils vont faire comme calcul, comme stratégie qu'ils vont lever, une fois que l'Ouganda et le Rwanda disent non, la guerre ne prendra pas fin. Alors, M. Jean-François Tubin, en face du président suisse, Félix Tshisekedi l'a dit que nous n'allons pas négocier avec le M23. D'ailleurs, c'est pourquoi je voulais qu'on puisse parler de ces cantonnements, parce qu'il faudrait rappeler ici que les autorités de notre pays s'y sont décidées de pouvoir cantonner le M23 au Maniema, où ils seront désarmés, ils seront réinsérés dans la vie civile. Les chefs de l'État nous disent, d'abord, il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus, dans son discours. Il dit, il n'y aura pas de négociation avec le M23. Comme il n'y aura pas de négociation, c'est-à-dire, il faudrait prendre par force ces terroristes, les déplacer jusqu'au Maniema. Pour prendre ces terroristes de force ou par force, il faudrait avoir une force en face, c'est-à-dire une force capable de les neutraliser. Alors que quand vous regardez de notre côté, vous regardez la politique prônée par le gouvernement et les chefs de l'État, ce n'est pas la politique qui est axée sur la force, sur la puissance de fait. Bon, quand vous regardez de l'autre côté, sur qui les chefs de l'État est en train de compter son gouvernement, sur les forces des IAC, ils n'ont pas la volonté de se battre avec le M23. Bon, dites-nous maintenant, comment est-ce que, sans négociation, ce M23 quitteront Bunagana pour être cantonné au Maniema? Vous pensez que c'est un discours politique de la part du chef de l'État? C'est un discours utopique qui ne va pas se réaliser. Donc, d'où nous serons obligés à négocier avec ces non, les gouvernements congolais avaient levé des options populistes qui nous ont conduits dans une position de faiblesse que nous avons aujourd'hui. Les gouvernements avaient appelé les dirigeants locaux de l'M23 ici à Kinshasa. Discours Mbata. Ma bouche qui n'est qu'instrument. Mbata nous a dit que ces cadres de l'M23 étaient à Kinshasa pour des négociations. Ils ont passé 9 mois logés dans nos hôtels UP ici. Et il n'y a pas eu des accords qui ont abouti de ces discussions. Comment ces cadres de ces mouvements sont répartis? Ce sont des questions que les Congolais se posent. Auquel Mbata devait nous donner une réponse, Patrick Mouya devait nous donner une réponse, monsieur le chef de l'État, sortant, Félix Tshisekedi devait nous donner une réponse. Donc, nous sommes en position de faiblesse aujourd'hui. Nous comptons sur l'EAC en lieu de place de compter sur notre armée. Et ces forces de l'EAC sont limitées. Elles sont claires, ces forces. Elles nous disent, nous sommes pas venus pour nous battre, il faut négocier par des voies diplomatiques avec le M23.
Mais de l'autre côté, les chefs de l'État nous disent il n'y aura pas de discussion. Mais dites-nous par quel miracle vous allez déplacer des terroristes de M23 vers le Maniema. Deuxième problématique. Pourquoi seulement les Maniema? Pourquoi ne pas même les déplacer ici à Kinshasa? Non, c'est ça. Qui soient installés dans un lieu où nous allons tous le voir. Pourquoi seulement les Maniema? Le contrôler. Sur le plan sécuritaire, le Maniema aujourd'hui est l'une des provinces qui vit l'insécurité grandissante. Nous avons des Maïmaï, nous avons plusieurs groupes et tout ça. Rebelles dans le Maniema. Et ces groupes terrorisent la population, sèment la terreur et désolation. Le gouvernement provincial est impuissant pour résoudre ce problème. Le gouvernement national n'arrive pas à répondre avec des réponses qui peuvent calmer la situation sur terrain. Alors, vous prenez l'insécurité, vous la ramenez encore dans une province déjà dans l'insécurité, et vous trouvez ça que c'est une solution. Nous proposons, en leur place de ramener des gens qui ont créé désolation, terreur à Bunagana, dans l'Est de la République, en leur place de les ramener au Maniema, où il y a déjà, où l'insécurité se vit déjà, prenez ces gens, ramenez-les au Kasaï. Parce que, pourquoi au Kasaï? Les provinces qui composent aujourd'hui l'espace Kasaï, ce sont des provinces vides. Mais pourquoi ne pas les ramener ici à Kinshasa? Nos compatriotes... Mais ces gens, moi je préfère qu'ils viennent à Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous avions toutes les institutions ici, installées à Kinshasa. Nous serons en mesure de les contrôler. Laissez-moi terminer. Allez-y. Pourquoi j'ai choisi les Kasaï? Parce que les provinces qui composent aujourd'hui l'espace Kasaï, ce sont des provinces qui se vident. La population est en train d'immigrer vers les provinces du Grand Katanga. Au regard de la famine. Au regard de la famine, au regard de tout ce de la vie chère. De la vie chère. Très bien. Donc, vous avez des espaces vides au Kasaï. Des espaces capables d'accueillir ces gens-là. Mais il va vivre, ça c'est la première raison. Également la misère du Kasaï. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, les Kasaï, aujourd'hui, cet espace où on ne retrouve plus l'insécurité, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de groupes armés, peut permettre à ces rebelles de rester tranquilles, loin de la population, mais aussi encadrés par nos forces de sécurité. Troisième raison, vous avez parlé de la famine et des conditions qui sont chères au Kasaï. Nous pensons que les cantonner au Kasaï, ça va permettre, parce qu'on nous avait dit que nous avons un budget de 16 milliards de dollars, on nous avait dit que les services nationaux produisent assez de maïs et tout ça. Donc ça va permettre au M23 de bouffer le maïs. Ça va permettre au M23, ça va permettre au gouvernement de bien déplacer les maïs de Kanyamaka CC pour nourrir en attendant les M23 dans ce coin de la République. Parce qu'ici à Kinshasa, on nous a déjà dit que nous sommes en insécurité. Nous avons même déjà perdu le contrôle du fleuve Congo. Vers Maluku. Ça pose un problème. Quand nous le disions, nous de l'opposition, on nous a traités des nœuds. Mais maintenant que Mbosso, deuxième personnalité de la République Mugatougon, qui l'a dit, Mbata n'arrive plus à parler. Alimete Kabouya n'arrive plus à parler. On attendait des réactions et du gouvernement et de toutes ces personnes qui sont dans les Djalelo, Alimete et tout ça, qui soutiennent le gouvernement, qui puissent nous donner des explications. Quand une deuxième personnalité de la République qui vit à Kinshasa, qui vous dit que l'insécurité a fait aujourd'hui que nous puissions perdre le contrôle du fleuve, c'est très grave. Très bien. Sur le plan sécuritaire, c'est très grave et ça devait interpeller nos autorités. Très bien. 45 minutes d'échange avec notre invité. Il s'agit de M. Jean-Serge Chimène, secrétaire national en charge de la communication du parti politique. Secrétaire national adjoint. Parce que mon titulaire est déjà sorti. Merci. Je les salue. Très bien. Secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila. Je reviens à mon poste de secrétaire national. Monsieur Jean-Serge Chimène, l'émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion seulement. Le PPRD, notre parti, réitère sa position quant aux élections. Nous voulons des élections inclusives, libres, démocratiques et transparentes en 2023.
Nous voulons des élections avec un bureau de la CENI qui rassure tout le monde. Nous voulons des élections avec une cour constitutionnelle qui va rassurer tous ceux qui vont concourir aux élections. Le PPRD exige que les opérations d'enrôlement qui se passent dans notre pays, ce sont des opérations qui se passent dans de mauvaises conditions. Il faudrait revoir ces procès d'enrôlement parce que c'est un processus biaisé et piégé. Le PPRD exige qu'avant que Joseph Kabila puisse s'enrôler, le préalable exigé par l'opposition d'une manière générale, ces préalables soient pris en compte pour l'intérêt de la population. Ça va nous permettre de consolider les acquis de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir en 2023. Ça va nous permettre de stabiliser notre processus électoral. Pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de notre population, nous exigeons des élections transparentes, inclusives, et nous demandons à ceux qui pensent qu'ils peuvent aller outre le préalable de la population, ils peuvent aller outre le préalable de l'opposition qui incarne aujourd'hui le peuple, ils se trompent parce que l'opposition ne va pas croiser les bras. Nous allons lancer des actions de grande envergure dans les jours qui viennent pour leur dire que nous sommes en harmonie avec la population et nous travaillons. Les actes que nous posons, c'est pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup. Monsieur Jean Fartuba, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et à vous également qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, la diaspora. Merci de la confiance renouvelée à CML 13 Télévision. Après moi, c'est l'édition spéciale avec Louis-France Kouzé-Kefa qui reçoit pour vous Madame Chantal Moboni, Prince Epengue, Lexus Légal, ainsi que l'honorable Mike Moukebaï. Ils vont discuter autour également de l'actualité, mais surtout de cette unité autour de l'opposition. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve comme ça le mercredi pour le 3e numéro de la semaine. Au revoir.